Moi, je suis de 66. Donc, je me rappelle, avant la sécheresse de 73, il pleuvait beaucoup ici, dans la zone. Et il y avait une végétation vraiment garnie. De nos jours, je constate, et c'est visuel, que la dégradation est progressive même, est intensive, et que la pluie a diminué. Ça, c'est un constat que j'ai fait, que tous ont fait. À l'occasion d'un meeting à Bamako de la CENSAD, qui est une organisation des pays du Sahel, que le président Obasanjo a dit mais pourquoi on ne commencerait pas une opération de plantation d'arbres de Dakar à Djibouti. Alors on a dit mais c'est très bien, et puis après je lui ai dit il faudrait l'appeler la Grande Muraille Verte. Il me dit comment? J'ai dit la Grande Muraille Verte, the Green Wall. Il dit ah ok. C'est comme ça que c'est parti. Et tous les deux, nous l'avons entrepris. En 2004, 11 pays africains se sont rassemblés pour prendre en main un problème écologique majeur, la désertification. Le projet de la Grande Muraille Verte est né. Le défi est de créer une zone boisée qui freine les effets de la désertification en zone sahélienne. Traversant l'Afrique dans sa largeur sur près de 7000 km, cette bande forestière de 15 km de large est l'un des plus grands défis environnementaux d'aujourd'hui. 15 km, il ne s'agira pas d'une plantation linéaire serrée, esprit mur. Je crois que c'est ça qu'il faut nécessairement enlever de la tête des gens. Ce n'est pas un mur, ni en bois, ni en plantation. C'est-à-dire c'est un processus de gestion du développement local. Notre première mission a été de constituer avec des chercheurs des pépinières tout le long, avec l'idée bien entendu d'utiliser les populations, de dire voilà, cette forêt que vous allez faire, c'est votre forêt. Ce n'est pas une forêt qui vient de je ne sais quelle institution internationale, elle est à vous, donc il faut la soigner, d'abord il faut la créer. Mesdames et messieurs, chers étudiants, vous allez accomplir une grande œuvre. Une œuvre qui restera historique dans la mémoire collective des citoyens sénégalais. La muraille verte, c'est une réponse africaine à un drame africain. La désertification. Si vous arrivez à régler ce problème, en tout cas à participer, à apporter votre contribution, vous avez rendu d'éminents services à l'humanité. C'est pour cela que vous êtes en train d'accomplir une œuvre historique. On part tous dans les villages pour des activités, pour aider les paysans. En tant qu'étudiante, je me dis qu'un étudiant doit être actif, doit participer au développement de son pays, de son territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de donner le projet en moi. Le Sénégal est le pays leader de ce projet. Les plantations ont commencé dans la partie nord du pays, une zone très sèche, appelée le Ferlo. Les chantiers y sont menés par les agents des eaux et forêts, mais aussi par les étudiants de l'université de Dakar. Ils consacrent une partie de leurs vacances à la construction de la Grande Muraille Verte lors des activités citoyennes.
Nous conseillons et nous choisissons des espèces qui sont adaptées dans la bande de la muraille verte, qui est une bande dans laquelle les pluies ne dépassent pas 300 mm par an. Ça, c'est la bande des zoètes. La deuxième raison, c'est des raisons économiques. Il faut que la plante que les populations utilisent, cette plante, que ce soit une plante déjà qu'ils connaissent afin de pouvoir bénéficier des retombées. C'est pourquoi nous avons mis l'accent vraiment sur Acacia Sénégal, qui est donc cette plante-là qui produit la gomme arabique. Et cette gomme, aujourd'hui, elle est utilisée aussi bien dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, dans les confiseries et autres. Et donc nous pensons que là, il y a une valeur ajoutée et que ça aussi permet un peu de lutter contre la pauvreté. Le troisième critère de choix de ces plantes, c'est sur des critères ethnobotaniques ou bien en tout cas médicinaux. C'est qu'en général, des espèces que nous avons conseillées sont des espèces que les populations de la région utilisent soit pour se soigner, soit pour se nourrir, soit pour alimenter aussi les bétails. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même un impact à tout point de vue. Pour planter, la première étape, c'est donc on déchire le sachet juste en bas. Ok, c'est bon. Maintenant, je dépose dans le trou. Je remplis le trou de tous les côtés, comme ça. Ouais, tout doucement. Tout doucement. Ok. De façon à aérer un peu le sol pour permettre à la plante de bien donc aspirer. Hein? Après, j'enlève le sachet tout doucement. Voilà. Je lui donne un peu d'appui. Et c'est fini. Donc c'est vite fait. Donc moins d'1 minute, moins de 30 secondes pour planter un arbre. Pour quelqu'un qui maîtrise bien. Pour la rapidité, l'efficacité et la vivacité. On a planté environ 40 hectares, donc c'est pas petit. Pour un nombre assez restreint. S'il y avait un grand nombre, imaginez qu'on pourrait vraiment composer la muraille. Le grand programme Grande Muraille Verte, les activités de reboisement ont démarré en 2008, l'année passée. Nous avions un objectif de 5000 hectares. À terme, nous sommes arrivés à faire 5203 hectares. Donc c'est juste un peu plus de l'objectif planifié au départ. C'était très ambitieux. Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas faisable en un mois, puisque vous savez qu'ici également, un autre facteur qui limite toutes les activités en tout cas que l'on pouvait développer reste la pluviométrie. Donc elle est assez limitée et dans le temps et dans l'espace. Donc ce qui fait que lorsque nous avions un objectif de 5000 hectares, c'était un challenge. Tout problème a pour origine ce problème d'eau. C'est le problème central. Il n'y a pas d'eau. Je vous dis que cette zone, dis-je, c'est la communauté rurale la plus assoiffée du département, voire même de la région. Ces 3 forages que vous rencontrez par là, dans la communauté rurale, celui de Huidou, de Tessekere et d'Amali, date de 1956, avec un matériel de profondeur à l'état avancé de dégradement, vétuste vraiment. Dans cette zone, dans la zone sahélienne,
l'eau c'est un facteur limitant, c'est une source essentielle de vie. Et voilà pourquoi nous avons voulu mettre en place tout le long de l'axe, sur les 545 km que va prendre la muraille vers du Sénégal, un certain nombre de bassins de rétention. Il s'agira de faire en sorte que le peu d'eau qui existe, qui tombe en tout cas en saison des pluies, soit emmagasiné pour à la fois être disponible et pour le bétail et pour les populations. En plus des actions de plantation, de protection des forêts et de gestion de l'eau, l'accent est mis sur les besoins fondamentaux des populations locales, l'éducation et la santé. Dans ces zones-là, il y a environ un médecin pour 20 000, 30 000 personnes, ce qui est très insuffisant. Mais ce n'est même pas tellement le problème du ratio, mais c'est le fait qu'il y a un enclavement médical de ces zones-là. Et cet enclavement, c'est le déficit en ressources humaines, mais aussi c'est les difficultés d'accès tout simplement aux médecins le plus proche de la fonction publique. Il n'y a pas de médecine privée dans ces zones-là. Donc nous venons compléter ce partenariat en prodiguant des soins aux populations. Les étudiants en médecine et pharmacie mettent en place des consultations gratuites avec don de médicaments, qui sont souvent l'unique contact annuel des villageois avec la médecine. Ces étudiants voient 100 à 200 patients par jour, et des patients villageois, qui, quand on met en place la consultation, arrivent de villages reculés, 7 km, 8 km, certains même 15. Et quand on regarde le profil de ces patients, il y a beaucoup d'enfants et de femmes. Si elles ne sont pas en bon état sanitaire, difficile qu'elles fassent leurs activités. Et pourtant, souvent, elles se plaignent de choses qui ne sont pas complexes sur le plan médical. Ce n'est pas lourd à prendre en charge, mais c'est important à diagnostiquer. Quand la Grande Muraille Verte se développe, évolue, mais il faut s'attendre à un changement du profil épidémiologique des pathologies. Parce que qui dit changement écologique dit modification des pathologies. Certaines maladies peuvent émerger ou augmenter leur prévalence, d'autres peuvent diminuer. On peut penser que des maladies liées à l'eau peuvent avoir tendance à augmenter. Il faut faire face à ça. Par contre, des maladies qui sont dues à des carences nutritionnelles, si la Grande Muraille évolue avec un accompagnement économique, ça peut contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel de ces populations. Les eaux et forêts ont confié les pépinières aux femmes en amenant de l'eau. Déjà, en vendant des arbustes, ça leur fait des revenus. Mais mieux, les eaux et forêts les ont initiés au maraîchage. Les femmes ont produit des légumes. Elles en ont tellement produit que ça dépasse les besoins culinaires. Elles en vendent et ça fait de l'épargne et des revenus. Dans 3-4 ans, quand les plantations auront atteint un certain âge, la fructification pourra se faire pour certaines. La gomme pourra être également produite par certaines espèces, et ce qui fait que les populations vont pouvoir s'installer et se fixer au niveau de cette zone au lieu de migrer, au lieu d'aller vers les villes de l'intérieur du pays. Je pense que pour les populations locales, ça sera un grand changement. Un grand changement parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de transhumance. Et l'installation de la Grande Muraille Verte va considérablement réduire les distances de transhumance et pourquoi pas, on assistera certainement plus tard à une sédentarisation. Déjà, au niveau des parcelles protégées, il y a l'exploitation de la paille pour
les maisons, les chutes des populations, mais aussi pour la paille en période de soudure. Déjà, on commence à voir les retombées. On fait la Grande Muraille Verte. Oui, c'est un engagement citoyen, mais derrière, il y a toute une rationalité scientifique. Et maintenant, pouvoir évaluer tout cela pour voir comment ça impacte sur le devenir des populations, c'est extrêmement important. Le CNRS implante depuis quelques années des observatoires hommes-milieux destinés à étudier des territoires en pleine mutation. Initiant un partenariat scientifique avec le Sénégal, le CNRS étudiera dans l'observatoire hommes-milieux les changements causés par la mise en place de la Grande Muraille Verte. Ce qui est intéressant au niveau de cet observatoire, c'est que ce que nous faisions actuellement dans le cadre du reboisement et autres, nous allons pouvoir le suivre. C'est-à-dire qu'on avait besoin de suivre la dynamique des écosystèmes. C'est-à-dire savoir, à partir des surfaces que nous avons reboisées, comment est-ce que cela va évoluer dans le temps. Il n'y a pas une structure plus appropriée que cet observatoire. Parce que c'est l'observatoire qui met en place les ressources humaines, mais aussi les moyens, en s'appuyant évidemment sur notre unité mixte internationale, qui va être l'unité d'exécution de cette recherche. Mais c'est le cadre idéal pour mener des recherches sur le plan sanitaire. D'autant plus que l'équipe est mixte. Il y a des anthropologues, il y a des médecins avec différents profils médicaux, des médecins de santé publique, des neuroépidémiologistes, des neurologues, des cardiologues, des nutritionnistes. Tous ces gens, en collaborant entre eux et aussi avec l'équipe de sciences humaines, mais peuvent mener une recherche totalement appropriée à ce domaine et évidemment élever le niveau de la recherche. Je ne dis pas au niveau local seulement, parce que localement, il n'y a pratiquement pas de recherche, mais même au niveau national, au niveau de l'université, avoir des données inédites, parce que prises au niveau de la zone de la Grande Muraille Verte, ce grand ferlo, où dans les zones rurales, il n'y a pas de recherche scientifique. Si cet observatoire fonctionne bien, dans la mesure où l'unité mixte internationale travaille avec 2 autres pays, à savoir le Mali et le Burkina Faso, et que sur ces 2 pays, il y a aussi le projet de Muraille Verte, bon, il sera, je pense, pas trop compliqué d'étendre cet observatoire à 2 autres points, un au Mali et un au Burkina. Et là, je pense que si effectivement on a 3 points, on sera encore plus attractif pour des gens qui ont envie peut-être de comparer dans un environnement anthropisé semblable, mais avec évidemment des conditions qui peuvent varier fortement entre le Burkina et le Sénégal, par exemple. Il est possible, par l'effet de l'homme, par la mobilisation collective, de répondre aux défis environnementaux que nous avons aujourd'hui. La Grande Muraille Verte n'est pas un défi pour les Africains eux-mêmes, c'est un défi pour l'humanité. Ici, pour la première fois, l'Afrique propose une solution pour le monde entier. D'abord, d'arrêter la progression du désert, de prendre des pans sur le désert et finalement de pouvoir avoir un rideau d'arbres qui puisse nous protéger, collectivement protéger l'humanité. Si c'est un projet planétaire, ce que nous souhaitons, nous, c'est de confier la réalisation de ce projet aux jeunes du monde, aux jeunes étudiants du monde entier, pour qu'ils viennent, avec les étudiants africains, réaliser cela. Réaliser cela pour d'abord répondre à leur futur, mais aussi apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble.